émission C'est fait politique. Nous sommes encore là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi, candidat aux élections de 2023, avec quel bilan? On en parle au cours de cette émission avec Chris Mokendi, qui est l'un des communicateurs de l'AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Et nous allons aussi parler sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il est déjà dans nos murs, notre invité. Bienvenue à vous, M. Chris Mokendi. Merci pour votre invitation. Je salue les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Donc, je me mets à votre entière disposition pour répondre à la thématique du jour. Monsieur Chris Mokendi, vous êtes parmi les communicateurs de l'AFDC, de Modeste Bahati Lukwebo. On ne vous a jamais nommé officiellement. Ensemble de Moïse Katumbi, on a vu quand même quelques communicateurs être nommés, notifiés. Est-ce qu'on peut dire que Moïse Katumbi est mieux organisé que les autres? Peut-être que vous n'avez pas l'information. Je suis communicateur nommé au sein de notre parti politique. Seulement, on n'a pas fait une vulgarisation à cette échelle-là, comme certains s'évertuent à les faire, dans le cadre d'un certain populisme. L'AFDC, c'est un des partis politiques les mieux organisés du pays. Je suis secrétaire national en charge de la propagande du parti. Au même moment, je suis communicateur du parti. Donc, il ne s'agit pas de taper tambour pour dire que brandir un document qui m'a été notifié en interne pour la consommation du public. Tout le monde sait que Chris Mokendi a été nommé secrétaire national adjoint en charge de la propagande. Tout le monde sait que Chris Mokendi est communicateur de la FDC. Propagande, probablement pour les élections qui arrivent ou pour la continuité au sein de ces grands partis politiques de Modeste Bahati Lukwebo, au PDR, du dinosaure de l'actuel régime, de ceux qui prennent en otage Félix-Antoine Tshisekedi, puisque le pays ne marche pas. Votre question, elle est complexe. Hein? Vous posez deux choses à la fois. Propagande, ce n'est pas seulement en termes de campagne électorale. Quand on dit propagande, c'est aussi la vulgarisation de tout ce qui est mené au sein de l'FDC comme activité, tout ce qui est fait comme manifestation, nous en parlons, c'est de la propagande. Un propagandiste, c'est comme un évangéliste, c'est lui qui parle, qui propage le message de son parti politique, de sa formation politique. Voilà, donc il faut faire la nuance entre cette propagande-là et la campagne électorale. Donc, dire que l'FDC prend en otage le président Tshisekedi, c'est totalement faux. Je crois que le président de la République, il est au-dessus de la mêlée. Il est le président de tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens qui peuvent le prendre en otage pour leurs propres intérêts. Le président, il est là pour l'intérêt des Congolais. Ce sont les Congolais qui l'ont placé là où il est. Et il agit, il travaille pour le compte des Congolais. Par le processus électoral en RDC, il y a le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, qui, pour eux, Félix Tshisekedi a lamentablement échoué. Félix Tshisekedi n'a pas réussi à stabiliser le social de la population. Aujourd'hui, le Bunga dans le Kassai et dans les grands Katanga qui s'est vendu hier à 25 000 francs. Aujourd'hui, c'est 70 000 francs congolais. Ils ont voulu même organiser une marche qui a été étouffée par la mairie. Pensez-vous que Félix Tshisekedi a un bilan à défendre en 2023? Effectivement que le président de la République a un bilan à présenter aux Congolais, mais au-delà de ces bilans, le président ne gère pas tous les secteurs de la vie nationale. Nous sommes dans un gouvernement de coalition où les uns et les autres ont eu à participer et à jouer une certaine partition. Lorsque vous parlez de Moïse Katumbi, il faut rappeler ici qu'Ensemble pour la République a eu à exercer des fonctions, des responsabilités au sein de ce gouvernement. Lorsque le chef de l'État a procédé à la mise en place de l'Union sacrée, l'ensemble de Moïse Katumbi a pris 5 postes de responsabilité au sein de ce gouvernement, notamment les secteurs du transport. Aujourd'hui, le ministre qui a quitté le gouvernement, qui était un ministre proposé par M. Katumbi, a été incapable de laisser aux Congolais un permis de conduire. Voilà ce ministre-là, lorsqu'il dit que le bilan est négatif, c'est le bilan de ce ministre qui est négatif parce qu'il n'a pas marqué son passage au sein de ce ministère. Vous avez un autre qui était ministre du Plan,
On lui a confié la responsabilité pour conduire le projet de développement 145 territoires. Il a été incapable d'activer les projets. Vous en avez autant qui étaient avec Moïse Katumbi, qui étaient au gouvernement, qui sont partis, qui ont été improductifs. Je pense qu'avant que Moïse Katumbi et son groupe ne puissent faire les bilans généraux du gouvernement Samalo Kondé, qu'ils nous fassent les bilans de la présence de leurs ministres au sein du gouvernement. Quel a été leur bilan? Les bilans de M. Chériba, il faut qu'on nous les fasse. Le bilan de M. Mwando, il faut qu'on nous les fasse. Les bilans de tous ceux qui étaient avec Moïse Katumbi, qui ont quitté. Donc, c'est un discours populiste de personnes qui n'ont aucune constance politique, qui, pour des raisons inavouées, se trouvent dans l'opposition le matin, le soir, ils viennent au pouvoir, les lendemains, lorsque certains désidératas qu'ils ont proposés ou ils ont attendu n'arrivent pas, ils quittent les gouvernements. Je ne peux pas considérer qu'un groupe de gens comme ça me parle d'un bilan alors qu'ils sont dans une versatilité politique. Moi, je pourrais donner encore de la caution lorsque cette problématique est posée par les camps de Fayoulou. Je peux comprendre qu'il est resté constant pendant tout le temps que Tshisekedi est au pouvoir. Fayoulou a gardé sa position. Donc parlons des personnes qui sont sérieuses, des personnes crédibles. Ne passons pas notre temps à pouvoir parler des personnes qui ont montré à l'opinion qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par les véhicules des Congolais, qu'ils étaient intéressés simplement par leur positionnement politique. Ils ont dit qu'ils n'ont pas bien travaillé, c'est puisque Félix Antoine Tshisekedi, le président, qui en fait, le gouvernement travaille sous l'impulsion du chef de l'État, mais aujourd'hui, sa vision ne reflète pas ce que la population congolaise demande. Est-ce que c'est... Vous savez, au sein du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'ordonnance qui porte attribution de chaque ministère. Dans les attributions de chaque ministre sait effectivement ce qu'il doit faire. Voilà, donc si le ministre ne le fait pas, c'est de sa responsabilité. Parce que chaque ministre est responsable d'un département. Le président n'est pas responsable du secteur des transports. Le président n'est pas responsable du secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Ce n'est pas pour rien qu'il nomme les ministres à chaque niveau. Le pouvoir dans notre pays est un pouvoir, comme on dit, d'attribution. Les compétences sont d'attribution. Et à chaque ministre, on a confié une tâche à exécuter. Si le ministre est incapable d'exécuter sa tâche, il y a des remaniements qui font que le chef de l'État ou le Premier ministre trouve qu'un ministre a été inefficace et on procède à son remplacement. Donc, dire de manière générale comme ça, c'est vrai, le président a, pendant la campagne électorale, proposé aux Congolais sa vision, et cette vision a été traduite en forme de programme sectoriel, et à la tête de chaque secteur, on a placé un ministre qui doit appliquer ce qui est prévu. Donc, les dire comme ça de manière globale, je crois que ce n'est pas comprendre le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, selon vous, vous pensez que s'il y avait élection, Félix Tshisekedi face à Katumbi, Félix pourrait bien battre Katumbi, il n'y aura pas match? Moi, je ne suis pas dans la prédilection. Je ne suis pas prophète. Je ne connais pas, je ne peux pas prédire les élections, les résultats des élections alors que les élections n'ont pas encore eu lieu. On parle par rapport au bilan. Je ne peux pas. Mais au bilan, Tshisekedi a un bilan. Katumbi a quel bilan? Katumbi a quel bilan? Il a été gouverneur de Katanga, il a quel bilan? Il a vendu même la braise, Katumbi. Katumbi a fait même des briques qui étaient destinées au petit peuple. Katumbi est descendu comme gouverneur. Il était lui-même en train de fabriquer des briques. Il a vendu la braise. Katumbi a fait les petits commerces. Et les Congolais qui étaient à Lubumbashi ne se sont pas retrouvés parce que le gouverneur s'était accaparé de tout. C'est avec ces bilans-là qu'il peut venir ici parce qu'il a une équipe de football qui brille de temps en temps. Non, on ne confond pas une équipe de football avec l'État. Donc faudra-t-il encore que Katumbi puisse résoudre d'abord son problème de nationalité. Il faut qu'il a d'abord des problèmes à résoudre. Donc on ne peut pas, j'ai dit qu'il a des problèmes qu'il faut d'abord qu'il a des problèmes à résoudre. Son plus grand problème d'abord, c'est un problème de plurinationalité qu'il faut qu'il doit agir dans le sens de pouvoir rassurer les uns les autres sur sa nationalité. Voilà, c'est son plus grand problème. Donc vous n'êtes pas pour rassuré, les restes, vous n'êtes pas rassuré, vous, personnellement. Mais comment je peux rassuré que Katumbi sait comment aller. Mais comment je peux être rassuré quand lui-même, au cours d'un documentaire, il dit que son père est un grec, son père est un juif?
il est italien, lui-même de sa propre bouche. Personne ne parle à sa place, lui-même. Mais sa mère est Comment je peux être rassuré lorsque son frère biologique, Mouyambo, dit que... KTB Katoto. Non, KTB Katoto. Son frère biologique, le fils de son père, son frère aîné, qui dit que la maman de Katumbi est une Zambienne qui travaillait, qui était domestique dans la maison de son père. Comment je vais croire lorsque cette personne-là qui dit qu'il est le frère de Katumbi dit que la maman de Moïse Katumbi est zambienne? Comment je vais croire en Katumbi lorsque son porte-parole, Francis Kalombo, sur le plateau de Bosso de la politique, dit que la maman de Moïse Katumbi est une zambienne? Comment je peux croire lorsque Pero Louara, un de ses journalistes, il y a des vidéos où Louara dit que Katumbi est une zambienne, sa maman est une zambienne, son papa est un grec, qu'on ne peut pas lui donner les pouvoirs. Donc, lorsque tous ces propos de son entourage ont été divulgués, mis à la place publique, par Katumbi lui-même, par son frère biologique, par ses collaborateurs, par ses journalistes, vous ne pouvez pas me convaincre, moi, d'accepter aujourd'hui que Katumbi est un Congolais. Ça a été démenti. Mais les vidéos sont là. Moi, j'ai dit... C'était une erreur de sa part, puisqu'il n'avait pas la bonne information. Voilà, c'est pas moi, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, j'ai dit, je constate que des gens ont mis dans notre tête qu'il n'était pas congolais. Katumbi lui-même m'a dit qu'il était grec. Lui-même Katumbi. Son frère a dit la même chose. Tous les autres collaborateurs. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux qu'enregistrer ce qui est dit. Donc voilà. Donc j'ai dit, on ne peut pas aujourd'hui compétir, on ne peut pas aller en compétition parce que la Constitution de la République antique du Congo est claire. Ne peut être candidat président de la République qu'un Congolais d'origine. Voilà, donc Congolais d'origine, ça veut dire Congolais soit de père, soit de mère. Et aujourd'hui, vous soutenez la loi Tchani, la loi sur la Congolaise, vous soutenez cela? Je n'ai pas besoin de soutenir la loi Tchani pour établir la nationalité des uns des autres. La Constitution de la République antique du Congo est claire. Et Congolais d'origine, c'est lui dont l'un des parents est congolais. Ça peut être le père, ça peut être la mère. La loi Tchani voudrait que ce soit les deux. Voilà, c'est une proposition qui a été faite par un intellectuel, hein, au regard de l'infiltration que le Congo est en train de connaître aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui la situation de Mwanga Tchouchou, qu'on a considéré comme congolais, qui a été élu en 2007 comme sénateur, qui a siégé au Sénat au nom de la République pour représenter la province du Nord Kivu, et qui continue à siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la province du Nord Kivu, du territoire de Massissi. Vous avez vu qu'il vous a montré qu'il n'était pas congolais et qu'il travaillait pour les comptes des Rwandais pour déstabiliser le Congo. Donc ça veut dire que pour que le Congolais puisse placer à la tête du pays un président, il faudrait qu'il se rende effectivement compte, excusez-moi, de la nationalité et de la loyauté de la personne à qui on va donner le pouvoir. Imaginez que Mwanga Tchouchou était président de la République en ce moment, avec tout ce que nous sommes en train de vivre au Rwanda, avec le Rwanda, dans les Bunagana, Masisi Rutshuru. Imaginez que le président de la République soit Mwanga Tchouchou en ce moment. On n'aurait plus que nos yeux pour pleurer parce qu'il aura déjà coupé une partie de notre territoire pour le céder au Rwanda. Donc j'ai dit, je crois que ceux qui ont pensé initier cette loi l'ont fait dans le sens, dans le seul but de préserver l'intégrité territoriale. Et ils l'ont fait pour limiter l'infiltration. On n'a pas interdit à d'autres nationalités ou de Congolais de métissage de pouvoir exercer d'autres fonctions dans le pays, mais cette loi est en train de verrouiller certains postes de responsabilité, notamment les postes de président de la République, notamment les postes de Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Voilà, il y a des postes clés qui font l'objet de la proposition de loi de Tchani. Et je trouve, personnellement, sans soutenir cette loi, je dis, c'est une très bonne initiative, mais il reviendra aux députés nationaux, il reviendra aux sénateurs de pouvoir se prononcer sur cette proposition. Est-ce que Mwanga Tchouchou était fautif, puisqu'il a eu le document? Tout ce qu'il a eu aujourd'hui, c'est puisqu'il y avait un pouvoir, il y a eu des accords politiques. Ce sont des Congolais, on peut dire des pères et des mères qui ont signé ces accords-là pour que Mwanga Tchouchou puisse avoir tout ce qu'il a comme richesse aujourd'hui. Est-ce que la faute incombe à ceux qui ont une double nationalité? Moi, j'ai toujours considéré que toute la classe politique, lorsqu'elle s'est réunie à Sun City,
elle a été complaisante. Parce que ces dialogues-là voulaient mettre en place, les dialogues s'appelaient dialogue inter-congolais, ça veut dire dialogue entre Congolais. Mais nous avons vu dans ces dialogues qui étaient destinés exclusivement aux Congolais, le Rwandais venir et entrer, les Ougandais venir et entrer, les Burundais sont venus, ils sont entrés dans ces dialogues qui étaient exclusivement consacrés aux Congolais. Donc, dès lors que ces dialogues qui étaient réservés aux Congolais a ouvert la porte à d'autres nationalités, ce n'était plus un dialogue entre Congolais, c'était un dialogue de la sous-région. Voilà d'où est partie notre faiblesse. Donc, il s'est fait que des résolutions de ces dialogues ont fait que nous avons aujourd'hui une armée hétérogène, une armée au sein de laquelle vous trouvez les Rwandais, une armée au sein de laquelle vous trouvez des Burundais, des Ougandais, des gens à qui vous avez confié la nationalité collectivement. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui constituent l'épine sous notre pied. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une des armées, une grande armée, mais fragilisée en interne parce que infiltrée par des personnes qui donnent l'information de notre armée à leur pays d'origine. Vous savez, une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, l'article 10 de la Constitution de notre République consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. On dit que la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Donc, tu es congolais, tu n'es que congolais. Mais lorsque nous avons accepté de faire entrer de personnes qui sont en réalité des Rwandais au sein de notre armée, il y a une constitution du Rwanda, la loi sur la nationalité du Rwanda, à son article 7, qui dit qu'un Rwandais ne perd jamais sa nationalité d'origine. Donc le Rwandais peut, à sa nationalité d'origine, ajouter 2, 3, 4, 5 autres nationalités, mais il reste Rwandais. Malheureusement, chez nous, Chris Mukendi, quand il est congolais, il ne peut pas prendre la nationalité française parce que notre constitution ne reconnaît pas la double nationalité. Mais la constitution rwandaise reconnaît la double, la triple, la quadruple, même une plurinationalité. Donc, lorsque nous avons pris ces militaires-là, rwandophones, nous les avons intégrés dans notre armée, pensant que nous avons fait d'eux des Congolais, et ils sont restés rwandais. La preuve, c'est que, alors que nous sommes en train de combattre avec le M23, vous voyez des officiers qui étaient dans les rangs des FARDC rejoindre les camps de l'ennemi. Les camps de M23, les camps du Rwanda. Donc, j'ai dit, la loi, la proposition de loi de Noël Tchani est une... Moi, je considère que c'est un remède. C'est un début de solution. Il faut, à un certain moment, que nous puissions prendre notre courage à bras les corps pour agir dans le sens de protéger l'intégrité territoriale. Nous devons agir dans le sens de protéger notre pays. Voilà. Moi, je me dis, la lutte qu'a menée Lumumba en 60 pour l'indépendance, ce n'était pas une indépendance vis-à-vis des Occidentaux. C'était une indépendance qui voulait que les Congolais puissent assurer les destins de leur pays seuls. Que ça ne soit pas un autre qui vienne d'ailleurs, un étranger qui vienne pour diriger le Congo. Voilà, c'est une autre forme de colonisation lorsque vous avez un président qui n'est pas congolais. C'est une autre forme de colonisation. Donc, il faut en tout cas, je ne pense pas que ceux qui sont patriotes, je ne pense pas que ceux qui n'ont pas à se reprocher de leur nationalité, les gens qui ne peuvent s'agiter, ne sont que ceux qui ne détiennent pas l'exclusivité de la nationalité congolaise. Moi, je ne vois pas cette loi me créer des ennuis parce que je suis congolais à part entière. Je ne vois pas d'autres Congolais que je connais personnellement être agités autour de cette loi, mais tous ceux qui s'agitent montrent bien qu'ils détiennent des nationalités qui ne sont pas de nationalité congolaise. Paul Kagame a dit qu'il était congolais. Il doit protéger les acquis de la République, il doit protéger sa population, les peuples congolais, sa mère. Paul Kagame. Ouais. Il a dit sa mère était de la Tchopo et son père est rwandais. Vous savez, la plus grande arme que le Rwandais utilise, c'est le mensonge et la ruse. Le Rwandais, c'est le peuple le plus rusé au monde. C'est le peuple le plus manipulateur de l'Afrique.
Donc, pour atteindre leur objectif, ils peuvent prendre la forme comme les caméléons. Ils changent de couleur selon les circonstances. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que de tels propos puissent sortir de la bouche des Kagame. Donc, j'ai dit, il veut créer de la diversion, tout simplement. En République démocratique du Congo, il y a un président qui s'appelle Tshisekedi. Le destin de ce pays est entre ses mains, pas entre les mains d'un président d'un autre pays. Voilà. Il n'y a pas une présidence collégiale au Congo. Il y a une présidence exclusive que Tshisekedi est en train d'exercer. Donc, toute autre considération que Kagame pourrait émettre, moi j'ai dit, c'est quelqu'un qui est habitué à la manipulation, à la ruse. Il ne faut même pas que le Congolais puisse prêter attention aux propos d'un aussi grand menteur que Kagame. Quelle est l'importance d'avoir une femme congolaise, puisque vous êtes aujourd'hui chef de l'État, chef de l'État, est-ce que le chef de l'État a l'obligation d'avoir une femme de la nationalité congolaise, comme on peut le dire, avant d'exercer ses fonctions valablement? Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que le choix du mariage, c'est un choix qui est laissé à chacun comme il veut. Mais vous savez, il y a des pays, par exemple l'Algérie, où il est fait obligation qu'un président de la République soit époux d'une femme algérienne aussi. Il y a des pays comme ça qui, pour protéger leur pays, parce que vous savez, la personne la mieux informée aussi, c'est la personne dans les mêmes lits que les chefs de l'État. Parce que les chefs de l'État partagent avec cette femme des informations sur les pays. Il faudra que cette femme soit une femme loyale. Il faudra que cette femme ne soit pas une femme qui va trahir le pays. Parce que le chef de l'État peut parler de dossiers du pays avec son partenaire, dans le sens de trouver aussi... Hein, parce que la femme, comme on dit, la femme aussi apporte des conseils à son mari. Donc imaginez que vous ayez une femme qui soit apparentée à Kagame et que vous êtes chef de l'État. Ça veut dire que toutes les décisions que vous allez prendre, ça ne sera pas des décisions qui vont préjudicier les Rwandais parce que vous êtes de la belle famille. Voilà, donc pour protéger tout cela, il y a des gens qui pensent qu'il faut épouser, mais ce n'est pas le cas chez nous ici au Congo. On a laissé la liberté à tout le monde de prendre la femme qu'il veut, mais aujourd'hui il y a une innovation avec Noël Tchani. Je ne sais pas si sa loi va jusque-là à imposer que le chef de l'État, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore lu cette proposition de loi, donc je ne peux pas commencer à m'imaginer ce qui est prévu dedans, aussi longtemps que je ne l'ai pas lu. Donc j'ai dit, il exprime simplement sa liberté, il reviendra, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, qui est l'autorité des régulations en matière de législation, de pouvoir donner son verdict sur cette proposition de loi. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, on aborde ce sujet tout de suite avec notre invité Chris Mukendi, l'un des communicateurs de l'AFDC, de Modeste Bahati du Congo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait possible de trouver une solution pour la paix à l'est de la République? Cependant, Félix Tshisekedi qui traite Paul Kagame d'un président dictateur sanguinaire. Est-ce qu'avec de tels mots, Kagame serait d'accord de discuter avec Tshisekedi en face pour qu'il y ait la paix à l'est de la République? Il ne s'agit pas d'aller chercher l'assentiment du Rwanda, il ne s'agit pas d'aller chercher la compassion du Rwanda pour que le Rwanda se retire. Le chef de l'État avait dit qu'il avait ouvert deux fronts. Le front militaire qui permet aux FARDC de pouvoir être sur terrain et de protéger l'intégrité, de se battre pour récupérer les territoires occupés. Mais il y a un autre front qui est un front diplomatique, qui n'exclut pas les échanges. Parce que l'avantage avec les fronts diplomatiques, c'est que les fronts diplomatiques vous évitent des dégâts collatéraux, des dommages collatéraux. Parce que lorsque c'est une guerre classique, il y a des bombardements, il y a des immeubles s'écroulent, l'économie s'écroule, il y a un nombre important de déplacés. On parle aujourd'hui de plus de 6 millions de déplacés, dont 85% des déplacés viennent des zones où il y a des conflits armés. Donc j'ai dit, il faut prioriser les dialogues, il faut prioriser la diplomatie, mais de notre côté, nous sommes sur le front militaire qui nous permet de pouvoir repousser l'ennemi. Donc, je dis,
il y a de ceux qui disent que notre diplomatie est un échec. Mais l'avantage avec cette diplomatie, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, au niveau des organisations internationales, ont appris la vérité. À un certain moment, cette communauté internationale pensait qu'au Congo, nous étions en train de faire souffrir la minorité, Tutsi, qui se trouve sur le territoire congolais. C'était ça les fonds de commerce de cette communauté qui se trouve ici au Congo. Mais aujourd'hui, avec la présence notamment de l'EAC, ils se sont rendus effectivement compte que ce discours-là qui a été consommé à l'extérieur, soi-disant que le Congolais est en train de maltraiter le Tutsi sur leur territoire, était un faux message, n'était qu'un prétexte pour solliciter la compassion de ces États-là qui aujourd'hui se rendent effectivement compte que c'était du mensonge et de la manipulation de cette communauté. Ça, c'est de un. De deux, le Congo a pris à témoin toute cette communauté internationale. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui que nous devons faire la guerre au Rwanda. Très bien, on pourra toujours aboutir à faire la guerre au Rwanda. Mais avant de faire la guerre au Rwanda, il faudra que nous puissions établir les responsabilités du Rwanda dans l'agression du Congo. Pour que demain, lorsque nous allons lever l'option d'aller vers cette option de la guerre comme démarche qui servirait à envahir le Rwanda, soit à l'annexer comme 27e province de la RDC, que cette communauté internationale ne nous reproche pas de l'avoir fait. Le Congo n'aura pas eu tort de l'avoir fait parce que le Congo a parlé à la tribune des Nations Unies, le Congo a parlé à la tribune de l'Union africaine, le Congo a parlé à la tribune de la SADC, le Congo a parlé à la tribune de la CEAC, le Congo a parlé à la tribune de l'EAC. Et dans toutes les structures de la sous-région. Donc, c'était important pour nous de pouvoir faire cette démarche-là. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que nous puissions nous leurrer. Il est démontré clairement que cette communauté internationale prend activement part au complot qui vise à balkaniser notre pays. Ce qui nous pousse à réveiller notre conscience collective pour que nous puissions prendre notre destin en main et aussi donner à notre armée tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi garantir notre intégrité territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites confiance aux forces de l'EAC, puisqu'il y a Prince Bengue qui fait partie de la MOCA, qui a dit ces forces-là ne font rien souterrain, ils ne se battent pas contre le M23, il serait mieux qu'ils rentrent dans leur pays et qu'ils vont laisser se battre seuls. Est-ce que vous, selon vous, ces forces-là contribuent à la paix à l'est de la République? Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi nous avons adhéré à l'EAC avant d'aller dans ces considérations-là. Nous avons adhéré à l'EAC parce que un des objectifs, lorsque vous lisez l'article 3 du traité de l'EAC, il est stipulé que un des objectifs de l'EAC, c'est de promouvoir la paix, la sécurité et le bon voisinage entre les États membres. C'est un des objectifs. La RDC étant à la recherche de la paix pour instaurer la paix dans son pays, mais aussi compte tenu de ça, de son positionnement géographique, il était important que nous puissions adhérer à cette organisation dont les objectifs viennent d'être énumérés ici. Donc le chef de l'État n'a pas eu tort. Mais lorsque maintenant nous constatons que sur le plan effectivité, en rapport avec nos attentes, que cette communauté qui devrait nous accompagner à atteindre cet objectif-là qui est inscrit dans le traité, n'arrive pas à aller dans ce sens-là, il nous revient de pouvoir évaluer son action et aussi de décider. Le président Bosso a eu à dire la même chose en ce qui concerne l'EAC. J'ai vu le chef de l'État tirer les oreilles du commandant militaire, chef des opérations de l'EAC, à qui il disait instamment de pouvoir coopérer avec la population. Donc, s'il est établi que l'EAC a manifesté des faiblesses, il reviendra, lors de l'évaluation de son action sur terrain,
de pouvoir tirer toutes les conséquences. Ça peut être quitter cette force ou quitter cette organisation, mais aussi demander à cette force de pouvoir retourner d'où elle vient. On peut encore croire à la paix, qu'il y aura la paix à l'Est avant les élections, puisque le chef d'État, Félix Tshisekedi, l'avait promis, d'ici la fin de son mandat, la population de l'Est devrait vivre en paix. Vous savez, si la question de la paix ne dépendait que du Congo, on serait déjà en paix. Ça veut dire que tous les mécanismes pour imposer la paix ont été activés. Mais il s'agit aussi de la volonté des pays voisins. Parce qu'il est clairement établi qu'il y a un pays voisin qui est impliqué intégralement dans la déstabilisation de la RDC. Donc, si cela ne dépendait que de nous, on aurait déjà réglé l'affaire. Mais cette affaire ne dépend pas que de nous. Le chef de l'État, se fondant sur les instruments qu'il a, l'armée congolaise, la sécurité, les services de renseignement, pouvait estimer résoudre les problèmes sur les plans diplomatiques, mais aussi sur les plans militaires, et pouvait dire que avant la fin de l'année 2022, je pense régler l'affaire. Voilà, là, c'est du côté congolais. Mais l'affaire ne dépend pas que de nous. Donc moi je crois que le chef de l'État est résolument engagé dans cette affaire pour pouvoir ramener la paix, mais c'est un processus. C'est un processus, on peut avoir fixé des dates, les limites dans les dates, mais comme l'affaire ne dépend pas que de nous uniquement, je peux comprendre qu'il y ait des glissements dans cette programmation ou dans la volonté du chef de l'État de pouvoir mettre fin à ces phénomènes. Donc, ce qui est clair, c'est que tous les moyens sont mis à la disposition de nos FARDC. Un budget conséquent a été alloué aux FARDC. Une loi de programmation militaire a été votée à l'Assemblée nationale. Donc tous ces éléments réunis nous montrent bien que le chef de l'État est déterminé à pouvoir ramener la paix dans la partie est de la République. Vous parlez de l'Assemblée nationale, il y a le président Bosso qui a demandé qu'il y ait une révision du contrat sino-congolais signé lors du pouvoir de Joseph Kabila Kabange. Il y a aussi d'autres députés qui ont demandé qu'il y ait révisitation de plusieurs contrats signés avec l'ancien régime. Pensez-vous qu'aujourd'hui c'était important de revoir les contrats sino-congolais? Je pense que les autorités du pays ont le devoir de redevabilité. Lorsque vous avez assumé des postes de responsabilité dans un pays, vous êtes astreint aussi au devoir de redevabilité. Voilà pourquoi vous parlez du bilan. Vous m'avez posé la question ici, Félix veut être réélu avec quel bilan? Ça veut dire que lorsque vous êtes en exercice, vous avez un bilan présenté au peuple congolais. Kabila, il a travaillé, les partis sont présentés les bilans. Voilà. Et les enquêtes qui ont été menées par l'IGF, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Je vois les Congolais, ils pensent toujours acharnement. C'est comme si nous sommes dans une église, lorsqu'un sorcier arrive pour dire que c'est moi qui ai bouffé toute ma famille, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, donc c'est fini. On les prend, bah, quand c'est une équipe à évangélisation, à romper choriste dans l'église, parce qu'il a été délivré de ses esprits mauvais. Mais ce n'est pas la même chose avec la justice. Lorsque, dans un pays, la justice établit des responsabilités, pas d'abord la justice, parce que nous sommes encore à l'étape de contrôle qui ont été menés par l'IGF, l'IGF a établi des responsabilités pour dire que sur le 3 milliards qui était prévu dans la construction des infrastructures, les infrastructures qui ont été livrées au Congo ne représentent même pas 400 millions de dollars. Ne représentent même pas 400 millions de dollars. Et cette thèse a été confirmée parce que, juste après la publication du rapport de l'IGF, vous avez vu, la République chinoise a accepté de verser au Congo 500 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'on a été dupé, c'était l'arnaque la plus extraordinaire du siècle de l'histoire du Congo, où on vous a fait miroiter des choses pour lesquelles le Congo n'a pas bénéficié. Donc moi je crois qu'il est de notre responsabilité en tant que Congolais de pouvoir chercher à recouvrir nos droits. L'IGF a dit, montrez-nous ces infrastructures.
Parce que vous avez pris les minéraux du Congo. Et ces minéraux sont évalués à plus de 10 milliards de dollars. Mais la contrepartie ne représente même pas 1 milliard de dollars. Donc nous avons été dupés, mais il y a des gens qui ont signé ces contrats, qui doivent nous dire où est parti l'argent. Vous pensez qu'on doit interpeller Joseph Kabila, on doit interpeller les personnes comme Matata Pogno et tous les autres là? La procédure pour interpeller Joseph Kabila, elle est très longue. Hein? C'est une procédure constitutionnelle qui veut que lorsqu'un ancien chef de l'État a été mis en accusation, que le Congrès se déclare. Donc, je dis, mais au-delà de Kabila, il y avait des chefs de gouvernement qui se sont succédés. Il y a eu Mouzitou, il y avait Matata Pogno qui se sont succédés. Voilà, donc, je crois que, comme j'ai dit, quand on gère une république, on est astreint aussi au devoir de redevabilité. On ne devrait pas voir l'acharnement partout lorsque vous avez été à la tête. Vous n'avez jamais dirigé, on ne vous interpellera jamais. Vous avez dirigé, il faut rendre des comptes à un certain moment de l'histoire de notre pays. Puisque nous constatons qu'il y a un fossé entre le contrat et les réalisations. Mais c'est qu'est-ce qu'on dit, on a que de chuter par rapport à cette émission. La CENI, processus électoral, on revient sur ça, juste deux questions. La CENI a dit qu'ils n'ont pas assez de moyens pour l'organisation des élections 2023. S'il n'y avait pas élection 2023, il y a ceux qui parlent déjà d'un consensus, il y a ceux qui voulaient d'ailleurs un consensus, puisqu'ils ne voulaient pas de Kadima, il y a ceux qui parlent déjà d'une transition de 2 ans. Et vous serez d'accord qu'il y ait dialogue ou transition avant les élections, ou vous souhaitez qu'on ait les élections? J'ai suivi. Si je peux citer, Oui. il y a Eliezer Tamboué qui a dit clairement qu'il ne faut pas organiser les élections pendant qu'il y a la guerre à l'est de la République. Vous êtes du même avis ou pas? Voilà, les points de vue peuvent diverger. Vous savez, certaines personnes ne veulent pas des élections parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Certaines personnes. Ils sont députés. Mais vous êtes au pouvoir? Non, j'ai dit, moi je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas député. J'ai dit, vous les motivations. sacrée, Écoutez, vous comprenez, vous avez cité le nom de quelqu'un ici. Oui. Voilà. Il y a certains députés qui, arrivés à la fin de leur mandat, se disent qu'il faut prolonger un peu. Ils ont quand même des avantages, 21 000 dollars chaque mois. Et s'il arrive en décembre, il faut profiter de la situation de l'Est. Déjà, maintenant 21 000 euros? Non. Je suis en train de dire ce qu'on a entendu. Okay. Moi, je ne confirme rien. Donc, les motivations peuvent varier selon les circonstances. Tous ceux qui disent qu'il faut d'abord prioriser la paix, ils ont toujours des mobiles. Certains ont des mobiles. Ok, on priorise. On a un glissement de 2 ans, ça leur profite. Tu vois, il est député, 2 ans de bonus, fais les calculs. Certaines personnes sont dans ces calculs-là. Mais moi, j'ai dit, j'ai suivi Kadima. On lui a posé une question sur France 24. De 1 à 10, à l'échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que vous avez d'organiser les élections le 20 décembre 2023? Il a dit que les chances étaient encore intactes. Vous parlez des problèmes de moyens, mais moi j'ai suivi Kadima. Il a dit, c'est vrai qu'il est en retard de 2 mois par rapport à ce que le gouvernement doit verser, mais il continue à fonctionner avec ce que le gouvernement avait déjà versé précédemment. Donc il n'y a pas un problème de moyens. Moi j'ai dit, il y a ceux qui pensent qu'il faut s'occuper d'abord de la question de l'Est, de la paix, et que les élections ne sont pas une priorité. C'est un point de vue. Il y a ceux qui pensent aussi qu'il faut aller aux élections. Mais j'ai dit, on ne doit pas être habité par cette phobie des élections alors que nous avons des populations qui sont en train d'être tuées aussi tous les jours. Sommes-nous prêts à adopter la même approche qu'on a adoptée en 2018, tout en rappelant qu'en 2018, on était déjà dans un dépassement, parce que Kabila devait quitter le pouvoir en 2016. Il n'a pas organisé les élections. Pourquoi? Parce qu'il a justifié par le fait que le pays était en guerre. Il y avait un effort de guerre qu'il fallait, il fallait remplir. Ça nous a amené jusqu'en 2018. Donc ceux qui évoquent l'effet qu'on peut aller
aux élections sans Rutshuru, sans Massissi, sans Bunagana, sans Kwamut, tout en rappelant qu'en 2018 on l'a fait, il faut qu'on leur dise qu'on l'avait fait parce que Kabila était en dépassement des mandats. Voilà. Parce qu'il était incapable de résoudre la situation sécuritaire à l'Est. Il a eu 2 ans de plus, il n'avait pas résolu le problème. Voilà pourquoi on était dans l'optique d'aller aux élections. Est-ce le choix que nous adoptons aujourd'hui par l'ensemble de la classe politique? Il ne me revient pas à moi de décider. Je ne suis pas un décideur. Je suis analyste politique, je suis acteur politique, j'observe, je ne décide pas. Il revient à l'ensemble de la classe politique de pouvoir tirer des conclusions. S'il faut aller aux élections dans ces conditions-là, ou s'il faut d'abord prioriser la question de paix. Mais en ce qui me concerne, je me dis, pas de paix, pas d'élection. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne une habitude où nous nous désolidarisons de nos frères de l'Est. Parce que nous l'avons fait en 2018 en nous désolidarisant de nos frères de Beni, de Yumbi. Nous sommes allés aux élections sans eux. C'est un message que nous lançons, que vous ne comptez pas pour nous. C'est un message que nous lançons. Lorsque nous partons aux élections sans eux, c'est le message que nous leur lançons, que vous ne comptez pas pour nous. Il était temps de corriger cette erreur-là. Il faut corriger cette erreur. Vous aurez quel candidat président de la République en 2023 sur l'élection? Mais le candidat, c'est Félix Tshisekedi. Je suis de l'AFDC. On a déjà eu, il y a 2 ans déjà, exprimé notre volonté de pouvoir l'accompagner pour son second mandat. Donc, on ne va pas y revenir. Votre mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'invitation. Un grand merci à vous, M. Chris Mokendi, d'avoir disponibilisé de votre temps pour répondre à notre invitation. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus pour la réussite de cette émission et surtout à vous, nos téléspectateurs, de votre attention soutenue et surtout votre type de programme sur votre chaîne.